Il advint, en une époque très lointaine, que des hommes intrépides firent le choix de se déplacer sur l'eau. En ce temps-là, ils se faisaient appeler nautes, et n'étaient pourtant guère différents de ceux qui leur succédèrent. Joyeux de rire, sacrés lascars, ils étaient guélurons et eurent été toujours prompts à taquiner le jupon si cet élément vestimentaire avait eu cours alors. Si les temps changent, les hommes aux semelles de vent demeurent immuables et bien peu fréquentables. D'eux, nous ne savons rien, ou bien alors si peu qu'il serait vain de suivre leurs traces à travers leurs récits. Ils étaient taiseux et ignoraient tout de l'écriture. Heureusement, la langue et les pratiques rituelles nous ont laissé des éléments de nature à reconstituer leurs mœurs et leurs comportements. Si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre sur ce chemin douteux, embarquez donc avec moi au fil de mes supputations vaseuses. Les nôtres, ce n'est pas une nouveauté, aiment à flatter les demoiselles pour obtenir d'elles des faveurs. Mais leur qualité de nomade exige que le consentement ne tarde pas. Vous comprendrez bien qu'il y a là un point d'achoppement qui complique singulièrement l'éventuel accord entre les deux parties. Le prestige de l'uniforme ne pouvant jouer en leur faveur, l'époque n'était pas encore à la standardisation et à la norme, nos marins d'eau douce usèrent de manières quelque peu douteuses. La première qui nous soit remontée de l'observation attentive de la langue est la prise à la corde de la jeune fille vacant au bord de la rivière. Le nôtre, membre d'une corporation qui exigeait un maniement régulier de la corde de chant, connaissait bien des nœuds. Rien de tel, selon lui, pour établir des liens. On ne peut lui reprocher cet abus de langage. Le garçon, ayant aperçu sur la rive l'élu momentané de son cœur, prenait une manière de lasso pour attraper sa proie. Sur le navire, les hommes appelaient ça « passer la corde au cou ». L'expression est restée en dépit des siècles passés. Souvent, la victime se débattait, se délivrait de ce piège grossier, et une fois libérée, criait au chasseur bredouille « Tu peux t'asseoir dessus ». Ainsi fut baptisée cette attache qui prit le nom de nœud de chaise. Constatant alors que la communication à distance ne fonctionnait pas aussi bien que de nos jours, les nôtres prirent l'habitude d'aller quérir à terre celle qu'ils convoitaient. Ils abordaient assez brutalement les berges pour, de manière fort cavalière, sauter à terre et enlever les belles. Nous gardons souvenir de ce procédé peu chevaleresque avec le verbe accoster. Il se murmure que la première victime fut une certaine Sabine, mais nous ne pouvons attester la rumeur. Toujours est-il que le torchon a vite brûlé entre les gens restés à terre et les nôtres allant sur l'eau. Les familles, les pères outragés, les fiancés dépossédés, les mères éplorées réagissaient violemment. Les projectiles pleuvaient sur le bateau pirate et souvent les brigands devaient restituer leur butin humain. Il fut alors convenu entre les différents groupes antagonistes que l'amour demandait un minimum de dialogue et quelques accords contractuels entre les deux parties. La profession de notaire n'ayant pas encore vu le jour,
Ils durent se débrouiller par eux-mêmes pour trouver un terrain d'entente. Le quai fut celui-ci. Partout sur la rivière, on établit un espace sécurisé et abordable pour entreprendre les négociations maritales. Le problème était double. Cet espace dégagé mettait en évidence l'objet du marchandage. Un bateau qui repartait à vide, ça se remarquait, et bien vite les moqueurs persiflaient en déclarant « celle-ci est restée à quai ». Les mêmes de se moquer encore plus quand ils voyaient la gourgandine embarquée. « Ah ah, ils vont la mener en bateau !» Les gens sont si mesquins. Mais la principale difficulté était d'ordre technique. Comment fixer de manière durable, tout au moins le temps des palabres, le navire à ce petit bout de terre? C'est un forgeron de chez nous qui eut l'idée d'un anneau d'amarrage. Cette merveille d'inventivité est sans doute, à l'instar de la roue, une des inventions qui a fait faire des pas de géant à l'humanité. Même si en la circonstance, c'est un objet pour rester immobile. Le nôte, en quête d'une compagne, accrochait son bateau à l'anneau. Il allait sur la rive et entreprenait de longues négociations avec les représentants de la demoiselle. L'époque n'était pas encore à l'émancipation de la femme. Elle était l'objet d'échange. Nous pouvons le déplorer sans rien pouvoir changer à cette triste réalité. Si l'accord se faisait, il fallait sceller le contrat d'un geste symbolique, avant que le voyageur parte avec ce qu'il avait conquis de haute lutte. Bien vite, par analogie sans doute, un hôte eut l'idée de passer à celle qu'il désirait un anneau au doigt. Il se murmure que ces deux-là s'étaient choisis et avaient prévu leur coup, car dans le même temps, la belle fit de même. De ce jour, en pays de Galles, les épousés échangent l'anneau rituel. Le gouverneur, capitaine de l'époque, puisqu'il était seul maître à bord après Dieu, prit l'habitude de bénir l'union par un discours de circonstance et un petit jet de vin rouge. Sur les bateaux, il n'y avait jamais d'eau. Ce spectacle déplut aux druides qui réclamèrent le privilège de la consécration. Pour symboliser cet embarquement sur le même navire pour la vie et à deux, un druide plus avisé que les autres eut l'idée de porter à terre une scute, de la dresser à l'envers sur des pieux. La première chapelle était née. Juste à côté de cet édifice désormais sacré, il y avait une fontaine dont les eaux étaient réputées pour lutter contre la stérilité. C'est désormais de cette eau miraculeuse qu'il bénit les anneaux avant que les époux les échangent. Voilà la véritable histoire du mariage. J'espère que vous me croirez sur parole. Nul témoin, hélas, ne peut attester de la véracité du propos. C'est d'ailleurs pour ça que depuis, à chaque union, il est nécessaire d'adjoindre à la cérémonie 2 personnes de bonne foi
pour apporter leur crédit à la cérémonie.